Merci Monsieur le Président. Je remercie les organisateurs de ce colloque pour leur accueil chaleureux, ainsi que les membres du comité scientifique pour l'intérêt qu'ils ont porté à ma proposition de communication. Michalis Kakoyannis et Theodoros Angelopoulos apparaissent aujourd'hui comme les cinéastes grecs les plus importants de la seconde moitié du XXe siècle, de par l'originalité des choix esthétiques qu'ils mettent en œuvre pour traiter un large ensemble thématique au sein de leur abondante filmographie, composée chacune de 16 films. Toutes deux se déploient sur 5 décennies. Celle de Michalis Kakoyannis, du milieu des années 50 à la fin des années 90, comprend comédie, mélodrame, adaptation de tragédies antiques, téléfilms bibliques, et également un documentaire sur son île natale, en bleu sur le PowerPoint, qui va être important pour notre propos. Il ose relever des défis comme l'adaptation d'Euripide, de Kazantzakis ou de Tchekhov. De 13 ans, son cadet, Theo Angelopoulos, tourne de la fin des années 60 à la fin des années 2000 des films qu'il regroupe volontiers en trilogie, sur le modèle des tragiques. Cinéma à la fois politique et poétique, qui propose une réflexion sur l'histoire et la mémoire, que ce soit en Grèce, dans les Balkans ou encore dans les foyers parfois lointains de la diaspora, avec, comme Kakoyannis, toujours en bleu sur l'écran, un documentaire sur les affres, cette fois-ci pas de son île, mais de sa ville natale, qui est là encore important pour notre propos. Ces deux réalisateurs, que les chercheurs réunissent rarement au sein d'un même corpus tant ils semblent différents, marquent de leur présence leur film de manière continue mais discrète. Cette présence échappe souvent à la perception du spectateur lorsqu'il voit le film pour la première fois et crée une complicité avec celui qui fait la démarche de le revoir une ou plusieurs fois. Elle peut être visuelle et ou auditive, au premier ou à l'arrière-plan, parfois hors champ. Répétée et variée d'un film à l'autre, elle engendre réseaux et correspondances insoupçonnés au sein de ces deux filmographies. Et nous procéderons, si vous le voulez bien, en deux temps. D'abord, Michalis Kakoyannis, de l'apparition éclair à la voix engagée, et Theo Angelopoulos, du personnage secondaire en poète cinéaste, en essayant de voir quelques extraits si le temps nous le permet. Et le temps nous le permettra. Quelques mots sur le premier réalisateur. Sur ses origines, sa formation, il est natif de Limassol, Chypre. Il part à Londres pour des études de droit, avant de se consacrer au théâtre et à l'art lyrique, avant le cinéma, dans les années 40. Et du reste, son travail de metteur en scène va se partager, il ne sera pas exclusivement consacré au cinéma, il va se partager tout au long de sa vie entre le cinéma, le théâtre et l'opéra. Et ces deux dernières disciplines vont avoir un constant écho dans son cinéma. Dans les années 50, alors il est passé l'autre. Dans les années 50, on voit, il apparaît dans ses premiers films de manière souvent ludique, lors d'un caméo, passage éclair à la Hitchcock, qui à chaque fois revêt une signification différente quant à la place du cinéaste dans son œuvre. Ainsi, dans son premier film ici, Réveil du dimanche, Keyakatikok, réalisé un an après son installation à Athènes, il apparaît à l'occasion de deux contre-chants dans la séquence clé du film, où le personnage donne un récital de chansons. Sur scène, ce dernier, que vous voyez à gauche, s'aperçoit que son billet de loterie est gagnant, en fait, pendant qu'il fait sa performance vocale, et sa chanson mélancolique se fait débrider à votre force improvisation des musiciens, qui suscite l'hilarité de leur public, du metteur en scène et des spectateurs. Le metteur en scène, vous le voyez à droite, qui rit donc dans un contre-champ, dans un processus de mise en abîme. Le caméo souligne à la fois l'effet de réel dans un film dont le prologue en voix off a un aspect quasi documentaire, et on va voir qu'il y a un parallèle avec d'autres cinéastes, et l'amusement du metteur en scène devant son propre spectacle. On trouve deux occurrences dans le film suivant, Stella, qui ouvre une trilogie consacrée à des figures féminines en révolte contre la société. Kakoyannis apparaît, alors cette fois discrètement, là il n'est plus au premier plan, peut-être le voyez-vous au fond du... Oui, évidemment, on voit le curseur ou pas? Oui, vous le voyez peut-être ici, voilà. Au fond, à l'arrière-plan, une première fois donc à l'église, lorsque le prétendant, donc, qui est au premier plan, attend la mariée qui ne viendra pas, et là il apprend qu'elle ne viendra pas, car elle renonce à un mariage certes d'amour, mais qui lui est inspiré par l'homme qu'elle aime. Puis, il apparaît donc dans l'impressionnante séquence finale, brièvement là encore,
au moment donc, de l'arrivée du cœur tragique pour déplorer l'assassinat, cœur dont il est à la fois membre, voilà, la personne qui a les bras levés, c'est lui, à cet endroit-là, dont il est à la fois membre et dont il est aussi metteur en scène. On le voit ici pratiquement guider en fait les personnages, en particulier celle qui joue le rôle du coryphée. Membre et metteur en scène. Le cinéaste participe de ce cœur, souvent conservateur, tout en créant la subversion. Et là, on voit une tension entre son milieu d'origine bourgeois et sa vocation artistique. Dans La fille en noir, son présence se fait beaucoup plus discrète. Le cinéaste apparaît toujours à l'arrière-plan sur le bateau qui conduit les protagonistes athéniens que l'on voit à gauche, à Hydra, sur Hydra, proche de la capitale. Et il est de ces nouveaux vacanciers, vous le voyez ici, qui fume sa cigarette, très très brièvement, de ces nouveaux vacanciers citadins grecs, athéniens, souvent bourgeois et bohèmes, en excursion sur cette île qui s'ouvre progressivement aux touristes. Nous sommes au milieu des années 50. Ou encore, et là on va essayer de voir aussi un extrait, l'engagement de... Pardon, ou encore, que disais-je, dans Fin de crédit, parmi les danseurs, vous le voyez à gauche, d'un club fréquenté par toute une bonne société athénienne qui, après la guerre, vit un peu au-dessus de ses moyens et cherche à conserver les apparences, parfois au prix de la vie elle-même. Vous le voyez ici, qui danse, vous allez voir tout de suite l'extrait, et vous le voyez peut-être ici, qui fait le baise-main à sa cavalière, qu'il raccompagne à sa table avant de rejoindre une autre table. Voyons peut-être l'extrait. Hop. Ah, voilà, j'ai fait ce qu'il ne fallait pas faire. Évidemment, voilà. Pour l'avoir il faut faire un réglage de cet ordre-là, j'imagine. Non. Voilà, c'est là que ça devient très compliqué pour moi. Mais vite fait. Et voilà. Je vous signale encore. Le caméo n'est toutefois pas systématique. Il est absent de ces films d'époque ou adaptations de textes du patrimoine. Dans les années 60, le réalisateur affirme de manière iconoclaste sa présence avec humour dans les costumes, pour certains en papier, qu'il confectionne pour son premier film en couleur. Alors en effet, après le noir et blanc contrasté, flamboyant, comme vous pouvez le voir ici, du chef opérateur Walter Lassali, qui contribue à la qualité de ses deux plus grands succès des années 60, à gauche, Electre, 62, d'après Euripide, succès critique, à droite, Zorba le Grec, 64, d'après Kazantzakis, succès public, Kakoyani s'introduit des couleurs vives dans sa comédie d'anticipation déroutante, inspirée par l'accident nucléaire de Palomares et qui est intitulée « Le jour où les poissons sont sortis de l'eau ». Cette critique grinçante de l'impérialisme américain, à la veille du coup d'État en Grèce, est inspirée par la comédie ancienne. Il revendique le modèle d'Aristophane. L'extravagance qui confine au grotesque est destinée à, je le cite, exposer la vérité nue. Et le cinéaste, de tragique et intemporel, entend faire un pied de nez en affirmant son goût pour le comique et pour les défis politiques et écologiques de son temps. L'engagement du cinéaste, toutefois, trouve son apogée dans son unique documentaire, Attila 74, qu'il qualifie de témoignage filmique, donc c'est le premier carré du film, pour les comprendre, tourné avec une équipe réduite dans les camps de réfugiés suite à l'invasion turque du nord de son île natale, Chypre. Il y met en perspective l'imbroglio diplomatique à l'origine d'une guerre inter- et intra-communautaire dont sont victimes les réfugiés et les disparus, il y a encore aujourd'hui des disparus, qu'on n'a jamais retrouvés, en interrogeant tant les grands acteurs de l'histoire que les gens du quotidien en voix off. Et là, c'est sa voix off que l'on entend dans le film,
au point que, pour que sa voix off soit reconnue, il apparaît dès le premier entretien avec donc, le chef d'État, de Monseigneur Makarios, dans un chant contre chant saisissant. Puis ensuite, il disparaît certes de l'écran, mais on entend toujours sa voix off, et c'est lui-même qui va interroger les réfugiés en détresse. On voit ici donc des femmes dans des camps de réfugiés, ou encore un jeune homme qui s'interroge sur la mort de son propre père. Mais il interroge aussi les bourreaux. Et là, c'est fort intéressant. Il interroge les bourreaux qu'il apostrophe d'un glaçant Monsieur Kakoyani, on entend son nom, Kyrie Kakoyani au vocatif, comme par exemple Nico Samson, qu'on va entendre tout de suite ici, qui s'exprime, alors c'est un peu, il faudrait beaucoup d'explications là sur les niveaux de langue qui sont utilisés, mais elle s'explique dans un grec en fait purisant, qui est marqueur de l'autoritarisme fascisant. Enfin, c'est le grec fasciste, si vous voulez. C'est le grec de manière un peu simpliste. Je l'exprime là, mais c'est très net. Et voilà. Alors, que faut-il faire? Double clic, oui. On agrandit un peu. Oui. Agrandit trop. Voilà. En même temps, une protection trop. Et paf. Η Αμερική, όπως ξέρετε, συχνά λειτουργεί δια της CIA. Εδώ πέρα δεν μπορεί να μην υπάρχουν πράκτορες της CIA και ένας γνωστός Αμερικανός δημοσιογράφος, ο Άντερσον, έγραψε ότι υπήρξατε πράκτορας της CIA. Λοιπόν, κύριε Κακογιάννη, πραγματικά με εκπλήξετε, διότι ο Νίκος του Σαμσόν είναι ένας αγωνιστής του Κυπριακής Ελευθερίας. Πιστεύει σε ιδανικά και πιστεύει μόνο στην Ελλάδα και σε τίποτε άλλο. Δεν μπορούσε ο Νίκος του Σαμσόν να είναι πράκτορας είτε CIA, είτε Intelligence Service ή οποιασδήποτε άλλη δυνάμει ή οργανώσεων. Αυτές εφήμες είναι κακόβουλες, επέσχυνται, τις αποκρούω με τα μτερηνίας, διότι η ιστορία μου είναι μια ιστορία συνεχών αγώνων υπέρ της Ελλάδας. Τόσο οι Άγγλοι, όσο οι Αμερικανοί και οι Τούρκοι με κατεπολέμησαν, με κατεσυκοφάλισαν και επέτυχα να παραιτηθώ από τη θέση του Προέδρου της Δημοκρατίας. Άρα, ουδέποτε υπήρξα πράκτορας στο ξένο και υπήρξα μόνο καλός Έλλην και ιδεολόγος στα εθνικά ιδανικά. C'est pour l'aspect intra-communautaire. Maintenant, intercommunautaire. Et lors de la sortie du DVD, 25 ans après la sortie du film, il ajoute un épilogue où il décline en voix off son identité. On a vraiment le jeu qui est exprimé, on va voir la différence avec le suivant, pour reposer la question des disparus au nom des familles qui gardent l'espoir de voir leurs proches revenir. Et là, vous serez sensible peut-être, je l'espère, à l'inflexion de la voix. Il faudrait qu'on l'entende très bien parce qu'en fait, j'ai pas les sous-titres, il parle en anglais. Est-ce qu'on peut avoir plus de son ou c'est pas possible? C'est pas possible? On va essayer de voir si c'est bon. On y va. Là, il n'y a pas de sous-titrage, c'est pour l'anglais. During a recent television interview, when asked about the fate of 1,619 Greek Cypriots still accounted as missing, Mr. Rauf Denktash, leader of the Turkish Cypriot community, made the following admission. that not one single evidence has been produced to the Committee of Missing Persons that missing person so-and-so was last seen place so-and-so and is still alive. There is no such thing. As you say, the only thing is, I last saw them in area so-and-so while the war was going on. No, I saw them surrender Surrendered. to the Very well. Turkish army. Well, I'm telling you what happened thereafter. And it is So you're being frank in accepting that these massacres did happen? by our people in revenge, unfortunately. Accepting that these massacres did happen? By our people in revenge, unfortunately. Over 1,600 people massacred, to quote Mr. Denktash, must be buried, presumably in mass graves, somewhere in the Turkish-occupied part of the island. The question to which an answer should be given, not only in keeping with international humanitarian standards, but for the sake of the families still clinging to false hopes, is where.
I, Michael Kakoyanis, director of Attila 74, am asking this question. Where? La question de où sont-ils, les disparus? Où sont-ils? Des familles qui attendent aujourd'hui encore le retour. Dans la dernière partie de son œuvre, l'inaperçu est souvent au service d'une autoréférentialité discrète qui contribue à relier espaces et temporalités éloignées. Le titre du film politique Sweet Country, qui est sur la dictature chilienne, fait certes référence au début de l'hymne national chilien, Dulce Patria, Sweet Country, oui. Mais il est aussi le nom du café du village. Alors là, on est vraiment dans l'inaperçu. Et merci encore aux organisateurs, parce que je trouve cette problématique fascinante, très difficile, mais tout à fait fascinante. En fait, le nom du café, non, c'est pas sous-titré, c'est Lykia Patrisa. Patrice, même en grec puriste. Et Lykia Patrisa, c'est Sweet Country. C'est-à-dire que dans ce film de 1967, Lykia Patrice, déjà très ironique, qui était déjà une critique de l'impérialisme américain, on a le terme de du pays qui va être le titre d'un film des années 80 sur la dictature au Chili, mais entre les années 60 et les années 80 et 70, avec le film que l'on vient de voir, et précisément dans ce film, Attila 74, l'implication successive de la CIA dans la dictature chilienne et dans le coup d'État à Chypre est exposée par l'un des témoins interrogés par le cinéaste. Et donc, vous voyez ces résonances entre années 60, années 70 et années 80, au moment où la guerre froide bat son plein. Cette démarche autoréférentielle est à l'œuvre avec jubilation, cette fois, dans son avant-dernier film, la comédie Santsutsu, Panokato Keplaios, avec le retour du caméo. En effet, à l'Opéra d'Athènes, après une représentation de la Traviata, le fils de la protagoniste, vous reconnaissez peut-être à gauche Irène Papas, est pris à partie par une choriste. Et Kakoyanis lui-même intervient, vous le voyez à droite, on les a déjà passés, bien sûr, intervient en coryphée dans un chœur parodié. Et du reste, avant d'entrer dans le chant, il dit « Que se passe-t-il » Qu'est-ce qui se passe? Il faut savoir que, détail biographique, lui-même a mis en scène la Traviata à l'Opéra d'Athènes dans le même lieu 10 ans avant, en 1982. L'autodérision parcourt le film, et ce, dès le casting. Donc, vous reconnaissez Irène Papas avec Panos Michalopoulos, qui est moins connu. Dans Iphigénie en 1978, ils interprétaient les rôles de Clytemnestre et Achille. Et vous les voyez cette fois, ils vont devenir amants à la fin du film. Vous avez quelque part la culture du haut et la culture du bas. Irène Papas, la tragédienne, la culture respectable. Panos Michalopoulos, la culture populaire, qui est associée à la télévision, associée aux séries télévisées, à la comédie, et qui était un peu le playboy des années 80. Cette autodérision, elle va jusqu'au Sirtaki de Zorba le Grec lui-même, iconique de la Grèce d'après-guerre, tourné en dérision dans un taxi conduit par un chauffeur longtemps immigré à Chicago, et pendant la dictature, Kakoyanis était aux États-Unis, où il était surnommé non pas Zorba the Greek, mais Zorba the Freak. Enfin, le thème de l'homosexualité, et en particulier du coming out, est introduit par le mot gay dans un dialogue en grec, et ce mot, prononcé avec une certaine emphase, il était déjà prononcé avec une certaine emphase en 67, cette fois dans un dialogue en anglais. Il faut savoir en 67, à l'époque où ce mot n'était pas couramment utilisé, comme il est dans les années 90 jusqu'à aujourd'hui. Le détail permet ici d'insérer des éléments biographiques avec discrétion et légèreté dans ce film bilan, sans prétention, tourné en grec et ancré dans le quotidien athénien, qui va précéder son chant du cygne, La Cerisée, d'après Tchekhov, tourné en anglais dans un espace déterritorialisé, le tournage a eu en Bulgarie, propice à l'imaginaire. Quelques mots peut-être sur Angelopoulos. Il reste 5 minutes. Peut-être commenter les images. Natif d'Athènes, il écrit très jeune de la poésie. Et c'est peut-être la notion de poésie qui va être le plus importante. Lui aussi fait des études de droit, mais à Paris, pas à Londres. Et là encore, ça va être important parce que à Athènes, pas à Londres, mais il part après à Paris étudier les lettres, l'anthropologie et le cinéma à l'idée qui est au Musée de l'Homme auprès de Jean Rouch. Et cette association entre poésie et anthropologie et ethnographie va être très très importante pour comprendre son cinéma. Passons un petit peu. Dès son premier long métrage,
tourné donc au milieu de la dictature. Il apparaît à l'écran, et c'est à ma connaissance sa seule apparition dans son cinéma, mais dans un rôle secondaire peu repérable. En effet, il est le journaliste. Vous le voyez à gauche de dos, et puis quand il sort de ce village avec ses maisons en pierre traditionnelles, vous le voyez ici au centre, pour enquêter sur le meurtre d'un émigré de retour d'Allemagne par sa femme et l'amant de sa femme. Cette réactualisation du mythe des Atrides, où on reconnaît Agamemnon, Clytemnestre et Égiste, s'inscrit dans la reconstitution du meurtre propre au film policier, mais travaillé par une distanciation brechtienne. Par ailleurs, la présence à l'écran est en même temps plus complexe, car elle peut être décelée également dans le personnage de l'enfant. Et je préfère du coup montrer l'extrait plutôt que de trop parler. Le personnage de l'enfant, comme le révèle quelques années plus tard le cinéaste lui-même, dans un entretien qui accompagne l'édition en DVD du film en France. Et je trouve particulièrement émouvant cet échange entre Michel Simon et Théo Angelopoulos. Et donc, on a grandi et on monte. Tac. Et tac. Il tremble un petit peu, j'espère que vous n'avez pas trop compris. L'idée le père qui revient, ça vient de mon histoire personnelle, parce que j'ai une histoire dans ma famille c'est-à-dire mon père, il a été arrêté, et à l'époque de la guerre civile, il a été amené en dehors d'Athènes pour être exécuté. Par chance, il n'était pas exécuté. Tu as cherché même avec ta mère, je crois. Je l'ai cherché avec ma mère. Je l'ai cherché parmi des cadavres en dehors d'Athènes. On n'a pas trouvé. Et un mois après, un peu plus peut-être, il est revenu, délabré complètement, sans soulier, sans rien, libéré. Et je l'ai vu venir demain. J'ai couru, j'ai appelé ma mère. Et j'ai encore l'image de ma mère en noir, parce qu'on croyait qu'il est mort, qu'il courait vers lui. Ils se sont embrassés au milieu de la rue, ils sont restés comme ça n'a pas eu une éternité. Et ils sont revenus à la maison. À la maison, il y avait seulement une soupe. On était trois, les trois enfants. On a commencé à manger. Personne ne parlait. Mais ma mère pleurait. Et là, c'est la première scène de la reconstitution. Peux-je prendre la face? Est-il là? Est-il là? Est-il là? Et frappant aussi dès le premier. Son documentaire consacré à sa ville natale, donc Athènes, retour sur l'Acropole en 83, marque le passage à la première personne, parce qu'il va y glisser, ce sera un épisode sur son rapport à sa ville natale, hein, et il va glisser des extraits de son propre journal et de sa propre correspondance. J'avais noté quelques points que je voulais vous traduire, mais peut-être n'est-ce pas nécessaire. Et ils vont suivre après il va suivre après des films où apparaissent des personnages de cinéastes, en fait, qui ont le premier rôle, et qui s'appelleront souvent Alexandre ou simplement A. On le voit d'abord dans Voyage à Cythère, le petit Alexandre de Paysage dans le brouillard qui trouve une bobine de film est un cinéaste en germe à mon avis. A dans Le Regard de Lys ou dans La poussière du temps est aussi évidemment un cinéaste, et A, c'est aussi la première lettre de son propre nom de famille. Mais avant, on a le pas suspendu de la cigogne, avec ce journaliste qui va enquêter dans le nord de la Grèce, et du coup, on a envie de mettre en parallèle avec le journaliste de 1970, qui lui aussi va dans le nord de la Grèce enquêter sur un disparu. Et j'ai toujours pensé que la monture que portait cet acteur, et que c'est la monture que portait Angelopoulos dans les années 90. C'est-à-dire, c'est pas une monture très rare, j'exagère, blabla, mais n'empêche, moi, je pense que c'est tout, et donc j'affirme ce que je pense.
Avec le regard d'Ulysse, on terminera là-dessus, l'autoréférentialité va gagner beaucoup en profondeur. Le cinéaste A se rend à Florina, dans le nord de la Grèce, où on entend un film qui passe, et dans le film, on reconnaît les dialogues du film précédent, sauf que dans le film précédent, les répliques que l'on entend étaient prononcées en grec, c'était Marcello Mastroianni qui les prononçait, mais c'est en fait Angelopoulos, je pense, lui-même qui double. Mais là, dans celui de Regard d'Ulysse, on les entend en anglais. Hein, donc on a ce passage tout à fait intéressant des langues. Il y a également des données biographiques qui sont très importantes. Il va à la quête de bobines perdues. Or, Angelopoulos, pour préparer ce film, allait à la quête des bobines perdues. Et puis on a cette tension entre poésie et ethnographie, hein, là encore, qui est très nette, et qu'on va voir dans ce dernier extrait qui dure une minute, je crois. Donc je crois qu'on peut, et si on ne peut pas, on peut quand même. Voilà. Et voilà. Donc la fameuse bobine que va chercher notre réalisateur, on la voit dès le prologue, dès avant le film. Weavers in Abdella, a Greek village, 1905. The first film made by brothers Miltos and Yanakis Nanakis. The first film ever made in Greece and Balkans. But isn't it a fact? Is it the first film? Est-ce le premier film? The first gaze? Le premier regard? Et qui est précédé par, on ne le voit pas dans la version française ou dans la version grecque, précédé par une citation de la Ciliade de Platon, mais qui est disposée en vers. C'est en fait une référence à une citation d'un poème de Séphéris. Mais là, c'est un petit peu trop compliqué pour la minute qui me reste. Il faut mieux conclure. C'est pas, Monsieur le Président. D'accord ? Et ce sera très bref cette fois. Les deux cinéastes grecs majeurs du XXe siècle, on le voit, marquent de leur présence, de leurs œuvres avec discrétion. Et c'est vrai qu'on voit du coup se tresse de nouveaux parallèles entre ces deux réalisateurs qui sont assez insoupçonnés. Le premier apparaît donc dans ses films de fiction de manière ludique, lors d'un caméo. Il confectionne les costumes de son premier film en couleur et mène les entretiens en voix off dans son unique documentaire, avant de revenir à une démarche autoréférentielle sur ses œuvres de la maturité. Le second interprète dans son premier long métrage un rôle peu repérable, secondaire, puis va glisser des extraits de son journal et de sa correspondance dans la voix off de son unique documentaire, et certains de ses propres poèmes, on n'a pas eu trop le temps de le développer, mais c'est pas grave, dans les répliques de personnages comme les fameux personnages de cinéastes. Et donc on passe du personnage secondaire au personnage principal. Ce jeu qui permet d'inscrire de manière créative, parfois subversive, le cinéaste lui-même dans son œuvre, invite à une relecture de ces deux filmographies en mettant en parallèle des séquences éloignées dans le temps pour révéler de nouvelles cohérences thématiques et esthétiques. Il permet, in fine, de repenser les tensions entre fiction et réel et de repenser la démarche autoréférentielle sous forme de variation qui constitue des aspects essentiels mais souvent méconnus de leur démarche artistique. Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup.